Bonjour, je m'appelle Alexandre Arminjon, je suis un photographe franco-suisse de 40 ans qui au départ n'était pas photographe. Moi je viens du système des classes préparatoires et des écoles de commerce. En fait, je suis diplômé de l'école de management de Lyon en 2007, pardon. Après j'ai habité en Chine et après autour de mes 30 ans j'ai commencé à pratiquer la photographie de rue d'une façon vagabonde et autodidacte. J'ai très vite pris goût au noir et blanc, aux techniques traditionnelles, développer les photos soi-même, etc. Donc j'avais vraiment ouais, une forte appétence pour l'univers un peu parallèle de la chambre noire, ce lieu un peu coupé du monde. Et j'ai fait, du coup, dans ma pratique de la photo, le voyage est très important. Moi, j'ai pas fait beaucoup de portraits en 2017, en fait. J'ai fait pas mal. J'ai fait des photos dans le désert, j'ai fait des photos dans des monuments historiques. J'ai beaucoup pratiqué un procédé expérimental qui s'appelle la solarisation. La solarisation, c'est quand vous inversez l'image pendant que le papier se développe dans la chambre noire en faisant un flash de lumière. Mais j'avais quand même fait on va dire une vingtaine de portraits corrects en 2017. Et en 2017, j'ai vraiment voyagé absolument sans plan très précis, quoi, hein. J'allais d'une ville à l'autre, j'ai été dans la plupart des grandes villes de l'Iran, j'ai été à Téhéran, à Mashhad, ensuite j'ai été à Kerman, ensuite j'ai été à Yazd, Esfahan, Shiraz, à Persépolis bien sûr, j'ai été à Tabriz aussi. Donc ouais, j'ai pas mal bourlingué, ce qui est un peu la base, hein, dans la photographie de voyage, c'est de bouger, bouger, bouger. Et non, j'étais très surpris en fait par l'accueil des Iraniens, par la gentillesse en fait des gens que j'ai rencontrés là-bas, par leur sophistication. Je me suis dit, ben, pourquoi pas y aller maintenant pour faire des photos dans le désert. Et donc j'ai rencontré mon guide qui s'appelle Massoud Jaladat. Et avec Massoud, on a fait des photos dans Dashtelout. On a été vraiment loin. On était je crois, au plus loin, à plus de 80 km du premier village. Et ça, c'était dingue. C'était vraiment, vraiment dingue. Et puis en fait, au moment de faire mes photos dans le désert de Dashtelout, à un moment, on est tombé en panne avec Massoud. Notre Jeep est tombé en panne et on a une famille en fait qui s'est arrêtée. On a patienté 2-3 heures sur le bord de la route parce que c'était vraiment une route déserte. Et on a une famille qui était dans sa voiture Taycan, donc qui est ce modèle classique, hein, de la voiture iranienne, et qui s'est arrêté, qui est venu nous aider. Et donc ils nous ont aidés, on avait un problème de frein, donc je sais pas, ils avaient des pinces ou des clés ou des trucs pour réparer le frein. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas un portrait en fait de cette famille qui est venue nous aider. Et là, c'est mon premier portrait en Iran en 2022, et là, je les ai sentis vraiment incroyablement synchronisés. J'avais vraiment l'impression d'avoir leur attention, et ils ont posé spontanément pour moi. Et là, je me suis dit, mais attends, là, faut faire des portraits en fait, quoi. Et c'est là que ça. Et moi, je me suis toujours quand même je me suis souvent senti décalé à Paris par ma pratique de la photographie argentique expérimentale, aussi par mes expériences en Chine, parce que j'avais un parcours très atypique. Mais en Iran, je sais pas pourquoi, c'était très fluide et j'avais l'impression de connecter vraiment de façon très naturelle avec les gens que je rencontrais. Donc on a commencé par faire ce portrait de cette famille. Et après, Et en fait, je suis rentré dans un mode systématique où je me suis dit, bah voilà, on va faire une série de photos, on va faire des portraits des Iraniens. Et en fait, tous les jours, on va se balader, on va rencontrer des tonnes de gens et on va faire portrait après portrait après portrait. Et pour faire mes portraits, donc là, en 2022, le contexte, j'étais plus vraiment un vagabond à l'arrache parce que j'étais quand même accompagné par un Iranien. Donc c'est quand même pas du tout pareil. Et donc je disais, voilà, Mituna Masuma Axe Begiram, j'ai pas eu pour politique de vouloir connaître en fait les histoires des gens derrière les portraits, et j'ai surtout pensé que ça serait maladroit de leur poser des questions politiques. Je me suis dit, ce qui est pertinent, c'est d'essayer de trouver la connexion visuelle directe. Et c'est ça en fait l'intérêt du portrait, c'est qu'en fait quand vous captez l'attention du sujet et qu'il il regarde votre appareil dans les yeux, en fait vous pouvez ensuite transmettre son regard à des inconnus au cœur de Paris. Et donc c'est là où la photographie est un outil de passage en fait qui permet de transmettre une énergie. Et donc, et ce que je trouvais intéressant dans le portrait, c'est que quand vous faites le portrait de quelqu'un, vous représentez pas seulement son visage en fait, vous représentez aussi sa relation à vous. Vous représentez, quand vous faites un portrait, il y a tout autant l'apparence visuelle du sujet que la relation du sujet avec le photographe.
Et c'est-à-dire, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans l'attitude des Iraniens, quand ils me photographiaient, ça envoyait aussi un message sur quelle était l'attitude des Iraniens face aux étrangers. Et essayer de dire, voilà, c'est une société complexe. Et ce qui me paraissait intéressant dans les portraits, c'était de juxtaposer les contradictions de la société iranienne. Et par exemple, il y a une autre photo dont je peux vous parler, c'est cette jeune femme avec le foulard blanc qui était dans la mosquée de Yazd, et en fait avec le motif ornemental persan qui est derrière elle. Et ce qui est étonnant à propos de cette photo, c'est que cette jeune femme, elle est venue à Yazd avec une amie pour se faire photographier pour les réseaux sociaux. Ouais, Voilà. Et donc elle s'était bien habillée, elle était très classe, etc., maquillée, tout ça. Et puis elle portait le voile d'une façon qui était totalement incorrecte, quoi, comme on dit, shul hijab. Mais ce qui était très étonnant, c'est qu'elle a choisi d'aller dans une mosquée pour se mettre en scène. Et ça peut être, enfin ça je pense pour quelqu'un qui ne connaît pas, moi ça m'a paru inintelligible au départ. Mais ça fait partie des contradictions qu'on peut voir. Donc non, moi j'ai essayé d'être impartial, essayé de ne pas juger, essayer de juste trouver la connexion visuelle directe, trouver un système en fait où j'arrive à capter l'attention des sujets pendant une période très brève, sans leur poser de questions personnelles, sans leur poser de questions politiques, sans garder, dans la majorité des cas, sans garder leur contact. Et donc souvent, les personnes que j'ai photographiées, je passais avec elles moins de 2 minutes. Voilà, j'avais une approche de voyageur, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé d'aller dans pas mal d'endroits très différents. Je crois sur mes deuxième et troisième voyages, on a fait plus de 10 000 km en voiture. Et j'avais, je crois, une volonté un peu d'exhaustivité sociologique, c'est-à-dire que parfois je disais à Massoud, ben, aujourd'hui tiens, on va aller rencontrer des riches, et puis on allait par exemple à Taj Riche au nord de Téhéran, on allait dans le centre commercial Palladium, ou à Iran Mall, on voyait des gens mais qui avaient un train de vie incroyable. Et puis le lendemain, on allait au sud de Téhéran, et là on changeait complètement de planète. On voyait des femmes sans voile dans la rue, et puis après on allait dans des écoles coraniques, enfin vraiment on passait d'un extrême à l'autre plusieurs fois par jour, quoi. Et oui, ça, j'ai été en fait invité dans une école coranique à Ispahan, et ils m'ont même dit que j'étais en fait le premier étranger à qui ils donnaient cette permission. Et non, voilà, volonté de montrer la connexion visuelle directe, volonté d'impartialité, c'est-à-dire ne pas invisibiliser un segment de la société, parce que c'est vrai que l'Iran est probablement, je pense qu'on peut dire, est une société bipolaire avec deux pôles qui se parlent plus du tout. Et moi, j'étais pas là pour dire, voilà, on va seulement montrer la jeunesse iranienne qui, bien entendu, se bat pour sa liberté. Et on va pas non plus faire le portrait, par exemple, seulement des cérémonies traditionnelles ou des ayatollahs ou des passes d'Aran. Mes photos iraniennes, je les ai exposées à Ithac. Suite à ça, en fait, je suis rentré en contact avec une députée qui s'appelle Violette Spilou, qui est députée de la 9e circonscription du Nord, et qui m'a en fait proposé d'organiser une exposition à l'Assemblée nationale pour la journée des droits des femmes. Et à l'époque, j'ai essayé de présenter un panorama pareil, très exhaustif de la société iranienne. J'ai eu le grand honneur qu'on me donne carte blanche là-dessus. Et en fait, après ces photographies qu'on a exposées à l'Assemblée nationale, on n'avait pas le budget ni le temps d'ailleurs, pour faire des encadrements. Donc en fait, on a utilisé du scotch noir. Et en enlevant le scotch noir, ça a endommagé les bords des photos. Et en fait, moi je trouvais que ce qui était très intéressant, c'était non pas de jeter ces tirages à la poubelle, mais c'était d'essayer de les sublimer en utilisant la technique japonaise du kintsugi. C'est cette technique en fait où quand vous cassez une tasse ou un bol, vous allez le recoller et réparer les fissures en mettant en fait de l'or sur les fissures, avec l'idée que la fissure n'est pas quelque chose qu'il faudrait omettre ou ignorer, mais c'est plutôt un point focal qui permet de sublimer en fait l'histoire d'un objet et en se centrant sur cette fracture. Mon rêve, en fait, pendant longtemps, ça a été d'exposer mes photos en Iran. Ça a été de pouvoir montrer mon regard sur la société iranienne directement aux Iraniens. Et donc, je suis rentré en contact il y a à peu près 2 ans maintenant avec monsieur Jamal Arabzadeh, qui est le directeur du département des arts visuels de l'Université d'art de l'Iran. Et Jamal, en fait, m'a proposé d'exposer mes portraits iraniens à la Maison des artistes de l'Iran, Khaneh Honarmandane Iran. Et on a proposé une sélection de 21 photos qui étaient exposées à l'Assemblée nationale, qui avaient toutes été réparées avec de l'or. Et on s'est beaucoup battu pour que les 21 photos proposées soient exposées, qu'on n'en ait pas qui soient enlevées ou censurées. Et je suis très content parce que ça a été
Ça a été très bien reçu en fait, hein. Malheureusement, moi j'ai pas pu être présent au vernissage parce que dans le contexte actuel, c'était pas réaliste ni prudent d'aller là-bas. Et suite à ça, on a en fait exposé le même portfolio de 21 photos. Je viens de l'exposer dans une galerie à Machad qui s'appelle la galerie Hengam. Et là, ça y est, je suis arrivé au moment où maintenant je peux. On a fait une vidéoconférence avec la galerie Hengam où j'étais à Paris là et j'ai réussi à parler persan pendant la vidéoconférence. Bon, c'était du bricolage, mais petit à petit aussi, je pense que pour comprendre aussi mon travail sur les portraits iraniens, c'est également important de comprendre que j'essaie de m'intéresser à ce langage et que pour une raison fondamentale de respect envers la culture iranienne, je pense que c'est nécessaire de parler la langue et que c'est seulement ce point d'accès en fait qui me permettra de mieux comment dire, d'enrichir et enrichir et de pas rester en surface. Voilà, c'est aussi ce qui est important, c'est la notion de prendre racine. Essentiel dans mes impressions de terrain, vraiment, c'est pas une théorie politique, hein, mais c'est mes impressions de terrain, c'est qu'en Occident, l'Iran est connu comme le régime des mollahs. Alors bien sûr, il y a un système théocratique, personne ne peut le contester, mais l'impression que j'ai eue aussi, c'est que 90 ou 95% des ayatollahs n'avaient pas de rôle politique en fait. Et étaient en fait des piétons, c'est-à-dire que vous pouvez aller dans un supermarché et voir des ayatollahs, ils ne sont pas accompagnés par des gardes de sécurité, ils ne sont pas des politiciens avec un aéropage. Et que c'était pour la plupart des gens qui avaient un rôle religieux et social. Et ça, pareil, ça peut être quelque chose d'inaudible, mais par exemple, on voit les cérémonies comme Ashura, ce sont avant tout pour les Iraniens aussi des grandes occasions de rencontre. C'est un moment en fait où tout le monde peut sortir, se rencontrer, etc. Et non, moi j'étais en décalage aussi par rapport à cette expression du régime des mollahs. Moi je pense que ça ne rend pas compte de la complexité de l'Iran. C'est beaucoup plus le régime des gardiens de la révolution. Les personnes les plus compliquées à photographier en Iran, c'était pas du tout les ayatollahs, c'était les riches. Premièrement, c'était pas possible de faire le portrait de l'Iran sans photographier des ayatollahs. Et deuxièmement, c'est pas parce qu'on photographie un ayatollah qu'on est son ami. Oui, c'est pas parce que je photographie quelqu'un que je suis l'ami de quelqu'un. Quand on est dans une démarche de photographie documentaire, de rechercher l'exhaustivité sociale, faut juste essayer d'aller à la rencontre de la plus grande diversité possible d'Iraniens et pour présenter un visage qui soit, je l'espère, équilibré, visage d'un peuple pacifique et accueillant et avec cette hospitalité légendaire et cet amour et cette poésie. J'ai l'impression quand même que la crise économique, quand même entre 2017 et 2022, c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie. En ce moment, la crise économique ne fait que s'intensifier, n'a fait que s'intensifier et est vraiment au cœur des préoccupations quotidiennes des Iraniens. Moi, si je retournais là-bas, moi j'aimerais continuer l'équilibre entre tradition et modernité, parce que je pense que c'est une clé de lecture qui, à mon avis, est... L'Iran, en fait, ça c'est ce que je vois, voilà, c'est qu'en France, les traditions françaises ne sont pas du tout en fait aussi développées que les traditions iraniennes. Si vous dites à un Français par exemple qu'est-ce que font les Iraniens pour Nowruz, Haftessin, que tout le monde là-bas connaît la poésie, enfin moi je pense qu'ils ont cet attachement les Iraniens à leur tradition et à leur identité nationale qui est magnifique, et même d'ailleurs rien que le nationalisme persan est un objet d'étude d'une beauté inouïe en fait, parce qu'ils ont cet attachement à leur patrie, à leur culture, à leur tradition, et que nous, je pense en France, on peut seulement regarder avec beaucoup d'humilité. Et donc si je devais retourner en Iran, moi j'aimerais continuer cet équilibre entre tradition et modernité, et en accordant exactement le même respect et la même dignité au segment traditionnel et au segment moderne de la société. Sachant qu'en fait, ce serait plus exact de parler société traditionnelle, société religieuse et société moderne. Sachant que traditionnel et religieux, ce n'est pas la même chose. Et donc pour ça, non, je m'intéresserais, je pense, à peut-être obtenir des autorisations pour photographier dans des sanctuaires ou quelque chose comme ça, et photographier dans des centres commerciaux. Ouais, ça, j'aime bien les centres commerciaux. Ouais. Et centres commerciaux, dans les parcs, dans les mosquées, voilà, être aussi... essayer d'être à une petite échelle, de continuer à être témoin des mutations de la société iranienne. Ce que je veux vraiment refléter dans mon travail et mon amour pour l'Iran, c'est vraiment mon respect pour cette culture, et essayer aussi de donner quelque chose en retour à toute la gentillesse que les Iraniens m'ont donnée sur le terrain, à toute la gentillesse qu'ils m'ont donnée quand ils ont accepté de poser pour moi, quand ils m'ont accueilli
et qui ont, en fait, ils m'ont donné une expérience qui était pour moi inoubliable et qui était un peu comme un privilège en fait. Pour moi, voyager en Iran, c'est un privilège. Et moi, j'ai pu l'avoir, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance de le vivre, et peut-être que je le revivrai jamais. Et c'est aussi ça la poésie de l'Iran, c'est que vous savez pas. Ça se trouve, peut-être que j'y retournerai jamais. Et peut-être que j'y retournerai demain. Ouais.